Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Salut les zappeurs et zappeuses, on se retrouve pour une nouvelle semaine et on débute direct avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui se trouve toujours dans le grid à 61. Du côté des marchés US, on est également dans la zone de grid à 69. On passe direct à tous nos gagnants tirés au sort hier en live sur Twitch, mais avant ça, je voulais vous remercier parce que Zap Crypto est un hot channel sur Kavari, donc merci à tous ceux qui nous donnent la force. Du coup, hier soir, il y avait 5 NFT à gagner et on commence direct avec notre premier gagnant qui gagne le 305, c'est Samuel Calmé. Le 306 est remporté par Miko Network, le 307 est arraché par Eric Boinega, le 308 revient à Chill Launch Relaxation et le 309, j'ai une bonne nouvelle pour toi Miko, tu repars avec 2 NFT. GG à tous nos gagnants, merci à tous les zappeurs et zappeuses qui étaient présents lors du live d'hier soir et si toi aussi tu ne veux plus rater un live, je te mets mon compte Twitch en haut à droite. Si tu viens juste de débarquer, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit commentaire si toi aussi tu veux tenter ta chance pour remporter un NFT Zap Crypto et un petit like si la vidéo te plaît évidemment. Eh bien, vous pouvez vous installer confortablement. Votre Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente semaine ainsi qu'une belle journée. C'était Zap Crypto. Commençons par SBF. Qu'est-ce qui se passe encore avec SBF, l'ancien patron de FTX? Eh ben, il aurait essayé d'influencer un témoin, de faire de la subordination témoin, tout ça via la messagerie sécurisée Signal. Donc en fait, le procureur est en train de dire il s'est passé des choses. Il a essayé de contacter en fait l'avocat de FTX US pour essayer, en fait, le conseiller plutôt, le responsable juridique. Donc le directeur juridique de FTX US, il l'aurait contacté pour potentiellement essayer de l'influencer. Et c'est arrivé récemment, c'est arrivé mi-janvier, le 15 janvier, il aurait envoyé un message en lui disant oui, ça serait bien qu'on reprenne contact pour voir s'il y a moyen d'avoir une relation constructive et s'échanger des informations et s'assurer de la véracité de certaines informations. Et ben le juge et plutôt le procureur, le département de la justice pense que c'est un moyen pour SBF d'influencer du coup le Ryan Milner qui serait un témoin dans le procès de FTX. Donc maintenant il demande à ce qu'il soit interdit de communication sécurisée, donc qu'il puisse plus utiliser WhatsApp, Signal et toutes les autres applications chiffrées pour pouvoir communiquer avec on ne sait pas qui. Parce qu'on peut voir qu'il y a clairement des risques d'influence sur le témoignage des personnes. Donc bon, c'est pas encore un vol de crypto-monnaie ou autre qu'a fait SBF, c'est plus dans le cadre du procès, et je pense qu'on va avoir encore plusieurs choses qui vont se passer d'ici le procès. Je crois qu'il est prévu pour octobre 2023, donc on a le temps de voir venir les choses, il y aura encore plein d'informations, on va voir si SBF va rester déjà en liberté avant le procès, ou si d'ici là, il sera en prison, ou en tout cas, ça sera beaucoup plus limité, parce qu'actuellement, en fait, il peut faire quasiment ce qu'il veut sur Internet, si ce n'est, je pense, manipuler des crypto-monnaies, et même ça, il essaye de récupérer ce droit. We get it, c'est l'annonce de ce week-end. Ils ont enfin chopé Ruga Ignatova. Donc c'est la personne la plus recherchée, c'est la femme, c'est la seule femme qui faisait partie des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. Ils l'ont attrapée, elle était tranquillement à Londres et ils l'ont chopée ce week-end. Ça a l'air d'être confirmé. Bon, est-ce que ça a un impact vraiment sur le marché? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils l'ont attrapée. C'est la femme qui a fait la plus grosse scam, qui est repartie quand même avec 4 milliards. C'était un schéma de Ponzi, un peu comme Madoff, un peu comme Sam Bankman. Là, c'est un tweet de Good Value. Il explique que les institutionnels reviennent en force sur le marché des cryptos. C'est ce que suggère un rapport de Matrixport qui indique que 85% des achats spot récents de Bitcoin ont été effectués par des institutionnels US à leur début d'un nouveau cycle ou faux signal. En gros, en fait, ce que ce graphique veut expliquer, donc là, c'est que en rouge, c'est l'Asie, en vert, c'est l'Europe, et ensuite, donc là, vous avez la courbe du BTC et ici, donc des USA. Donc ça, c'est tous les achats. En gros, en fait, ce qui est expliqué ici, c'est que 85% des achats, c'est des achats spot par des institutionnels. Et en gros, c'est très important. Donc ça, c'est toujours la même cyclicité. Dans chaque
donc cycle, on a du coup un bull run, d'accord. Donc là, normalement, je commence pas par là, mais là, vu que vous, la plupart en tout cas de mes viewers, vous êtes arrivés en fin de bull run, donc il y a un bull run. Ensuite, bien sûr, il y a une chute. Donc là, on éclate la bulle, on éclate tout le monde. Ensuite, donc il y a une période d'accumulation, et ensuite il y a un autre bull run. C'est tout le temps la même chose. Et en gros, en fait, dans cette période d'accumulation, en fait, c'est rarement les particuliers. Vous le voyez en ce moment, les vues sur les vidéos, même les volumes, ou les gens, il y a plus beaucoup de gens autour de vous qui vous parlent de Bitcoin ou de crypto-monnaie. En fait, là, c'est beaucoup plus calme. Là, en ce moment, c'est les institutionnels qui achètent. Donc c'est les grosses whales, c'est la smart money. Ils font que ça. Bon, pas que eux, parce que nous aussi, on rachète avec eux. Donc ça, c'est bien. Vous êtes au bon moment, au bon endroit, voilà, par rapport au dernier bull run ou dans les 2 derniers bull run. Donc là, on est au même niveau qu'eux. On rachète. Et ensuite, donc là, on a des datas qui nous prouvent qu'on est dans le bon moment, voilà, avec les bonnes personnes, tout simplement. Et petit à petit, vous allez voir que cette courbe, en fait, va ralentir. Donc bien sûr, après, il y a les autres qui vont suivre, hein, mais va ralentir. Pourquoi? Parce que il va y avoir énormément de particuliers qui vont venir. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à faire des 10, des 20%, des 30%. Les médias vont commencer à en parler. Et en fait, cette courbe va commencer à se retourner. Pourquoi? Parce que c'est dans les moments calmes que la smart money achète, et c'est dans les moments d'euphorie qu'elle vend. Alors que les particuliers, c'est le contraire. C'est complètement dingue, mais c'est la réalité. C'est pour ça qu'il y a que 5 à 10% de gagnants dans la finance. Et en fait, dès que les particuliers vont arriver, les médias vont en parler, tout le monde va s'exciter à se dire, moi aussi, je veux faire des fois, je sais pas combien, surtout qu'on va faire un nouvel ATH. Donc là, ça va exploser, vous allez voir, tout va exploser, vous êtes pas prêts. Et en fait, à ce moment-là, eh ben, c'est pas ces moments qu'il faut acheter. C'est pas dans ces moments-là qu'il faut hold. Il faut commencer à vendre petit à petit aux nouveaux qui arrivent. Oui, c'est dégueulasse, mais c'est pas grave, on est tous passés par là, on s'est tous fait avoir. Alors maintenant, on va passer pour une news très intéressante quand même, je trouve. C'est tout simplement, eh bien, New York qui va présenter un projet de loi visant à autoriser les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Et franchement, ça c'est plutôt intéressant. Alors en gros, un projet de loi a été présenté au Sénat de New York qui ferait bien des crypto-monnaies une forme légale de paiement dans les agences de l'État. La législation a été présentée du coup le 26 janvier, donc c'est tout récent, et divulgue du coup des changements apportés à la loi financière actuelle de l'État afin d'introduire l'utilisation des crypto-monnaies. La législation indique que l'amendement permet légalement aux agences de l'État de New York d'accepter les crypto-monnaies comme forme de paiement, et plus précisément, ce sera du coup le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin et le Bitcoin Cash qui sera du coup comme moyen de paiement, comme option de paiement. La réglementation du coup et la mise en œuvre des crypto-monnaies ont été un sujet souvent débattu depuis le début de l'année 2023, avec les pertes massives accumulées par l'industrie l'année dernière et à cause de FTX, les activités frauduleuses qui ont été découvertes. Les organismes forcément de réglementation ont sans aucun doute mis l'accent sur la façon d'aborder ces actifs. La nouvelle est tombée de notre avocate préférée le 5 janvier 2023. En France, la proposition de loi numéro 672 veut mettre fin aux dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, et notamment en matière de crypto. Le constat est clair, la fête est finie. Depuis l'apparition de la télé-réalité avec Love Story et la Star Academy, de nouvelles stars du web décérébrées ont fait leur apparition. Les influenceurs des réseaux sociaux, dont les revenus sont issus de la production de contenu, qui poussent les consommateurs sans cervelle à acheter tout et n'importe quoi, comme de la crypto, des opérations de chirurgie esthétique, des contrefaçons venant de Chine ou des faux médicaments. Oui, tout ça, dans ce projet de loi, c'est kiff-kiff. L'introduction du texte est sans appel. Il faut réglementer tout ça, car il est temps que ça cesse. Les influenceurs doivent prendre leurs responsabilités. Bon, au-delà du sketch qui vient mêler des activités qui n'ont rien à voir, comme des activités criminelles punies par la loi, comme le petit Dylan qui vend des pilules pour guérir le cancer, et des choses tout à fait légales comme la promo pour des coques de téléphone, voilà comment ce texte viendrait impacter Grand Angle Crypto. Alors, blague à part, et pour faire simple, soit ce texte interdit toute promotion commerciale tout court pour tout le monde, puisqu'un influenceur est défini comme étant n'importe qui ou n'importe quelle société qui fait de la pub sur les réseaux sociaux. BNP Paribas, Emmanuel Macron, Grand Angle Crypto ou Dylan qui vend des pilules miracles contre le cancer sont tous des influenceurs et par conséquent, ils n'ont plus le droit de faire de la promotion de crypto ou d'investissement financier, pas plus que de produits pharmaceutiques, sauf pour Emmanuel Macron, car les rédacteurs ont pensé à lui. Par contre, avec un petit bandeau, les paris sportifs et les jeux d'argent, ça joue. Donc c'est terminé, le pognon c'est tabou, on en viendra tous à bout. Du moins pour les sociétés basées en France, eh oui. Les premiers à trinquer, ce seront les entreprises et les résidents français, qui sont nettement plus faciles à attraper que les gars planqués à Dubaï.
Je vais vous citer Joël Mokyr, économiste et historien réputé qui parle des écoles-usines. Une grande partie de cette éducation n'était cependant pas de nature technique, mais sociale et morale. Des travailleurs qui avaient toujours passé leur journée à travailler dans des environnements domestiques doivent apprendre à suivre les ordres, à respecter l'espace et les droits de propriété d'autrui, à être ponctuels, dociles et sobres. Les premiers capitalistes industriels ont consacré beaucoup d'efforts et temps au conditionnement social de leur force de travail, surtout à l'école du dimanche, conçue pour inculquer les valeurs et les attitudes de la classe moyenne afin de rendre les travailleurs plus sensibles aux incitations dont l'usine avait besoin. Alors oui, le gouvernement a fourni une éducation gratuite, mais le résultat souhaité était simplement de créer des robots qui diraient oui monsieur, non monsieur. Ce processus de scolarisation parrainé par l'État pour transformer les gens en ouvriers d'usine a été rapidement mis en œuvre par les riches industriels d'Amérique du Nord et d'Europe. Une fois que les États-Unis ont adopté cette pensée, le reste du monde a rapidement suivi. Là, l'objectif, il était très clair. Le système ne voulait pas de libres penseurs. Le système éducatif voulait programmer ces gens pour qu'ils ne fassent rien de plus que d'occuper des emplois banals dans la société. C'est pourquoi on leur a jamais appris à penser de manière critique, à apporter de la valeur à la société, à gérer leurs finances. On leur a appris à suivre les ordres et à s'intégrer dans une boîte. Et malheureusement, c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. Pendant les années les plus formatrices de votre vie, si vous fréquentez une école traditionnelle, on va dire traditionnelle, vous êtes éduqué ou programmé d'une manière très spécifique parce que les écoles d'aujourd'hui ne mettent pas l'accent sur la pensée critique. Dans la plupart des écoles, il n'y a pas d'éducation poussant les enfants à l'entrepreneuriat ou la création de produits ou la création de services. Le système éducatif n'aborde rien en rapport avec les finances, la gestion de vos finances, la croissance de votre patrimoine, vos futurs crédits, vos futurs impôts, rien du tout. Alors oui, beaucoup d'emplois ont changé depuis la révolution industrielle, mais le système éducatif continue de créer des employés attendant le salaire de fin de mois. Faites des études, trouvez un bon emploi, tentez d'évoluer et remerciez votre patron pour les 3% d'augmentation annuelle. Avec la crypto-monnaie, tout comme avec n'importe quel autre investissement qu'il est possible de faire, il y a un certain nombre de règles à respecter et d'erreurs à ne pas faire. On va donc parler un peu de ça dans cette vidéo et aussi dans une autre qui va suivre très prochainement. Pourquoi en 2 vidéos? Tout simplement parce que celle-ci va présenter les erreurs à ne pas faire qui sont d'ordre plus général et la suivante parlera surtout des arnaques que vous pouvez croiser. Avant d'en arriver là donc, commençons par les erreurs qui proviennent uniquement de vous et de vos décisions. Tout cela tourne essentiellement autour de l'idée suivante. Il ne faut pas se lancer dans l'aventure sans savoir exactement où vous allez. En d'autres mots, il est important de prendre le temps de se renseigner et de se préparer en ce qui concerne les technologies utilisées dans les crypto-monnaies en général, ainsi que les spécificités du projet dans lesquels vous souhaitez investir en particulier. Et il ne faut pas oublier les autres facettes plus traditionnelles de l'investissement, comme la mentalité à adopter lorsqu'on investit ou les méthodes à suivre pour ne pas trop investir trop vite et finir par faire de mauvaises décisions. Pour naviguer avec succès dans le monde de la crypto-monnaie et faire du profit, il est nécessaire d'avoir tout ça en tête et on ne peut pas y arriver en un jour. Heureusement pour vous, si vous souhaitez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur la crypto-monnaie en général avant de commencer à investir, nous avons récemment commencé à publier une série de vidéos éducatives concernant tous les sujets les plus importants, dont celle-ci fait partie. Vous trouverez notamment une vidéo expliquant ce qu'est le Bitcoin et l'Ethereum, qu'est-ce qu'une blockchain, etc. Tout ça en 5, 10 ou 15 minutes à chaque fois. Même si vous manquez de temps après le boulot et que vous n'avez pas des heures à dédier à la crypto chaque soir, vous pourrez toujours regarder ces vidéos pour faire vos premiers pas. Et lorsque vous aurez acquis les connaissances nécessaires pour comprendre l'écosystème dans sa globalité, vous aurez beaucoup moins de chances de faire une erreur. L'expérience, c'est l'un des trucs les plus importants en crypto. Si vous discutez avec n'importe qui d'un peu ancien, il va vous dire que son premier bull run et son premier bear market, il a fait n'importe quoi, mais que c'est seulement au bout du deuxième qu'on a des résultats vraiment intéressants et cohérents. Pourquoi? Parce qu'on a pris de l'expérience. Donc il va vraiment falloir prendre le temps d'observer, de spéculer, de tester des protocoles comme on l'a dit, et d'essayer d'appliquer globalement tout ce que vous apprenez à chaque fois dans votre quotidien. Si vous savez qu'il faut sécuriser vos cryptos, essayez de vous sécuriser sur tous les aspects, que ça soit quand vous utilisez des protocoles, quand vous utilisez votre ledger, etc. Si vous voulez apprendre, essayez de vous prendre un petit temps dans la journée, 30 minutes pour lire les articles sur crypto, sous Journal du Coin ou Coin Academy. Essayez de regarder ce qui vous plaît aussi, c'est important. Maintenant, vous avez normalement l'expérience pour savoir ce qui vous intéresse ou pas dans ce domaine. Et je vous recommande aussi très fortement de vous spécialiser dans un secteur qui vous plaît. Ça peut être les NFT,
ça peut être la DeFi, les Layer 1, les blockchains, que ça soit Cosmos, Avalanche, Polkadot, Ethereum ou autre. Personne ne peut tout connaître. Et à vouloir tout couvrir, vous allez tout rater. Parce que déjà, si vous regardez cette vidéo, normalement 95% d'entre vous ne sont pas à plein temps dans les cryptos, c'est totalement normal. Et même si vous l'êtes, vous allez pas pouvoir tout couvrir. Bonsoir Asher, penses-tu que c'est intéressant d'avoir une ledger pour 6K investi? Sachant que t'as des ledgers à partir de 60 balles, ouais je pense, vraiment. Tu gardes que 6000 dans un wallet, surtout que si tu me demandes, pour 6K investi, est-ce que ça vaut le coup de dépenser 60 balles? Ça veut dire que 60 balles, c'est un montant quand même. Tu te demandes, est-ce que je le dépense ou est-ce que je le dépense pas? T'as une réflexion pour 60 euros. Si t'as une réflexion pour 60 euros, mon pote, protège tes 6000 balles. Elle est là la question. Hein. Parce que te dire est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, autant t'as 18 millions d'euros sur ton compte courant et je vais te dire non, pour 6000 balles, t'as pas besoin de ta ledger, tu t'en fous. La vraie question, c'est pas par rapport au montant, c'est par rapport à toi. Est-ce que c'est un montant que tu te décides à sécuriser? Comment? Pourquoi? Et si tu te dis j'hésite à mettre 100 euros dans une ledger, bah c'est que 100 euros c'est important. Et à ce moment-là, il faut que tu achètes ta ledger parce que 6000 balles, c'est très important. Voilà comment je raisonne. Un projet de Solana ferme ses portes, l'écosystème survivra-t-il? Solana, tout le monde a peur, hein, tout le monde a peur qu'il s'écroule, et là, bon, évidemment, il y a un projet qui se casse la gueule. L'équipe du projet qui propose différentes stratégies de rémunération a réalisé qu'il n'avait pas viable sur la durée. Méfiez-vous de toutes les entreprises qui vous donnent beaucoup d'intérêt, beaucoup d'argent à gagner, mes amis. En règle générale, croyez-moi, sur des années, et là on en revient à toutes ces sociétés comme les pyramides de Ponzi, etc., qui croient, même s'ils sont pas une pyramide de Ponzi, ils pensent qu'en faisant un business, vous allez donner beaucoup d'argent aux gens, donc vous allez rentrer beaucoup d'argent, beaucoup de monde, beaucoup d'argent, et de là, ça va se faire tout seul. Non, à un moment donné, ça coince, mes amis, c'est mathématique. À un moment, ça coince. 1 plus 1 multiplié par 3, ça fait 2, ça fait 6, on a bien compris. Mathématiquement, on peut progresser comme ça, mais quand on a un business, quand on construit un business où il faut tirer les bénéfices, il faut que l'entreprise soit capable de faire ses bénéfices. C'est pas parce qu'elle vous donne 100 plus 100 plus 100 plus 100 à longueur de temps, elle vous dit ça, vous aurez ça toute votre vie, qu'elle va pouvoir vous les donner parce qu'il va falloir qu'elle les tire en bénéfice dans son entreprise. Et la plupart du temps, dans toutes ces sociétés, dans beaucoup de sociétés, ils arrivent à le faire au début parce que malheureusement, ils rentrent de l'argent, donc ils payent tout le monde et à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ne gagnent pas assez d'argent, ils ne font pas assez de bénéfices pour vous donner ces profits. Et la plupart des gens tombent dans ces panneaux-là, malheureusement, hein, et ils croient que l'argent tombe du ciel. Non, une entreprise, elle doit gagner son argent pour vous donner des profits, et quand le bénéfice paraît énorme et un peu trop gros, bah c'est ça le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire ces fonds-là. Dans un autre registre, nous avons la Corée du Sud. La Corée du Sud qui nous annonce déployer un tracking system pour 2023. C'est pas encore en ligne, mais ça va pas tarder, qui va permettre principalement de traquer la totalité des transactions sur la blockchain pour aider, alors, soi-disant, au blanchiment d'argent, à la détection de blanchiment d'argent. Néanmoins, on sait très bien que la Corée du Sud est un peu spécialiste de je frôle réellement avec la privacy, voire très très spécialiste, notamment dans les mesures qui avaient été prises lors du Covid. On voit que on est vraiment dans quelque chose qui est acté et même qui ne choque plus personne en Corée du Sud. Donc du coup, c'est quelque chose qui est acté comme tel et ça se passera de cette façon. Maintenant, que va-t-il en être au niveau de la France, au niveau des pays européens? Est-ce qu'on va arriver dans cette schématique-là? On sait qu'on a eu une commande en 2022 d'un outil de ce style-là. Alors, par contre, ils n'avaient pas été ultra généreux sur la dotation, je crois que c'était 300 000 $ de dotation pour la réalisation de cet outil, mais néanmoins, on a un projet aussi de ce style-là, donc il va falloir, encore une fois, faire attention avec la notion de privacy. Où se trouve la privacy? Où est-ce qu'elle s'arrête? Et comment on peut être dans une dynamique de privacy, alors qu'on utilise la blockchain? Le principe de la blockchain, c'est de pouvoir tout contrôler, et il faut justement faire un entre-deux. L'euro numérique respectera notre vie privée. Non mais je déconne, hein. Attends, je te remets dans le contexte pour que tu comprennes. On le sait, les grands États veulent tous créer leur propre monnaie numérique. Les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, et l'UE veut créer la sienne en affirmant qu'elle ne collecterait pas les données de ceux qui paieront avec. D'un autre côté, la BCE souhaiterait pister les transactions pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, donc forcément, elle va devoir les connecter, nos données. Mais ça changera pas trop de ses habitudes. Ben non, toutes les transactions que tu fais avec ça, elles sont déjà traçables. Le seul moyen de faire des transactions anonymes aujourd'hui, c'est de payer en liquide. Et c'est peut-être ça qui pose problème. Du coup, ils vont petit à petit supprimer le cash de la circulation pour le remplacer par l'euro numérique. Sans oublier que la BCE a très peur des crypto-monnaies et cherche à les concurrencer pour les anéantir. L'euro numérique, c'est encore un projet qui est loin d'être abouti, et d'ici 2025, la BCE aura certainement trouvé un juste milieu. Enfin, j'espère en tout cas. En Chine, en fait, sur le wallet, dans le wallet qui permet de gérer le yuan numérique,
ce wallet est couplé au score social, et en fonction de ton score social, tu peux te déplacer ou non, payer certaines choses ou non, aller dans certaines écoles ou non. Et donc ça, c'est vraiment, on est dans un setup où l'identité est centralisée et où la monnaie numérique est liée à l'identité numérique. Et en fait, ça oblige la population à utiliser le wallet ayant l'identité numérique pour pouvoir utiliser la monnaie numérique. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que potentiellement demain, enfin si jamais on va vers le mode un peu dystopique, c'est que premièrement, ils vont faire la promotion de cette identité numérique en disant mais regardez, on centralise tout, ça va être plus simple pour vous et vous pourrez tout faire depuis cette application. Et dans un deuxième temps, ils vont dire bah, regardez, on change de monnaie, maintenant on va passer sur l'euro numérique, mais par contre, si vous voulez l'euro numérique, il va falloir que vous ayez l'identité numérique. Ou alors potentiellement, ils vont imposer, dans le sens où en fait, typiquement, je sais pas, quand vous avez un crédit d'impôt, qu'on vous rembourse des impôts, ou que vous avez touché des allocs ou des trucs comme ça, ils vont vous dire bah, en fait, si vous n'avez pas installé cette application et si vous ne nous avez pas donné toutes vos données, en fait, vous ne pourrez pas avoir vos allocs. Donc potentiellement, on va vers un monde où en fait, dans un seul et même registre, on va potentiellement avoir toutes les informations de toutes les personnes d'un pays. Donc ça pose des questions en termes de contrôle du gouvernement, ça pose aussi des questions concernant la sécurité de ces données, parce que typiquement demain, un groupe de hackers un peu vénères, ils arrivent à pénétrer et à mettre une brèche, ils récupèrent toutes les données d'un pays potentiellement. Donc ça pose encore plein de questions sur ce sujet-là. Donc pour revenir aux deux types d'identités numériques, donc on a les entités numériques centralisées, comme vous pouvez voir ici, hein, on met tout dans un seul truc, et ensuite on essaye d'en tirer des données, et ainsi de suite. Et on a la partie identité décentralisée, où en fait là, dans un wallet, potentiellement, la personne va avoir ses propres données, il n'y a que elle qui va pouvoir voir ses propres données, et en fait, en fonction de ce que va demander l'autre entité en face, en fait, on va venir révéler à l'identité que les informations dont elle a besoin pour être sûr que c'est bien nous. Et parlons maintenant des événements majeurs qui sont à venir au cours de cette semaine. Alors, le plus important, c'est bien entendu la réunion du FOMC qui aura lieu ce mercredi et ils vont annoncer le taux d'intérêt. Maintenant, le marché prévoit en gros une augmentation de taux de 0,25%. Vous pouvez le voir sur ce graphique. Je pense, oui, je suis du même avis. En fait, ici, on voit que 98% du marché pense que ça va se produire. C'est donc très probable. Mais c'est pas le seul truc important. Donc, oui, le plus important, c'est mercredi, ok. Mais vous avez aussi des news lundi. Le taux de croissance du PIB de l'Allemagne, par exemple, qui est la plus grande économie d'Europe. Ça va donc être super significatif. Mardi également, vous avez le taux d'inflation et la croissance de la France, qui est aussi l'une des... je suppose que c'est la deuxième plus grande économie, potentiellement en Europe, en fait. Donc voilà, on doit garder un œil sur ça également. Vous avez, en plus de ça, le taux de croissance du PIB dans l'Union européenne. Vous avez la décision sur le taux d'inflation pour l'Allemagne, encore une fois. Aussi, mercredi, vous avez le taux d'inflation à la Banque Centrale Européenne... le taux d'inflation. Et ensuite, vous avez la décision sur les taux d'intérêt jeudi pour donc l'Union européenne. Donc, énormément de choses importantes à venir cette semaine, les gars. Même vendredi, le taux de chômage pour la masse salariale non agricole aux États-Unis, etc. Donc toute cette semaine, ça va être bourré d'actions avec des journées super importantes et décisives. Alors attendons-nous à de la volatilité, non seulement pour le marché de la crypto, mais aussi bien sûr pour les marchés traditionnels. Il faudrait être super attentif à tout ceci. Donc si l'on regarde déjà à la base les graphiques, quand on regarde simplement les graphiques aujourd'hui, vous voyez que le S&P 500, il a clairement cassé sa tendance, il n'y a plus de questions à se poser, on a largement enfoncé la moyenne mobile des 200 jours. Donc on est dans une configuration parfaite. Si maintenant on prend le Nasdaq, eh bien c'est pareil, on est aussi dans une configuration parfaite, on a cassé la moyenne mobile de 200 jours. Après, selon comment on tire nos traits pour déterminer la tendance baissière, eh bien on a également cassé cette tendance, donc ça va plutôt bien et ça va dans la bonne direction. Après, on peut même regarder le SOX pour se rassurer encore et pour qu'on voie que finalement, eh bien tout va bien, en tout cas au niveau technique. Si on part du précepte de l'analyse technique qui dit qu'on a déjà tout discounté dans les prix, eh bien tout est discounté, ça c'est clair. Alors probablement qu'il y aura pas de récession ou alors une toute petite comme on a déjà discuté, probablement que la Fed va tourner la veste à partir de, peut-être pas mercredi, mais en tout cas on peut déjà commencer à chauffer pour le mois prochain en se disant que là ils vont commencer à comprendre, mais en tout cas les grosses hausses de taux c'est terminé, on va taper plus que les petites maintenant, et puis après encore 2-3 fois et potentiellement on peut espérer que d'ici ce printemps la Fed aura pivoté ou en tout cas aura arrêté de monter les taux et on va pouvoir être sur un plateau jusqu'à la fin de l'année, ce qui serait déjà pas mal. En fait, il y a deux choses à comprendre. Il y a le taux terminal. Bon, très bien, il sera peut-être de 5% pour la Fed et de 3,25 pour la BCE.
On en saura davantage cette semaine. N'oubliez pas, mercredi la fête, jeudi la BCE. En fait, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le pivot. Le pivot. Le pivot, qu'est-ce que c'est que le pivot? C'est la durée que les banques centrales vont prendre une fois atteint le taux terminal pour enclencher une tendance baissière de leur taux d'intérêt. Le marché actuel, le rebond des actions, se base sur une durée, un intervalle temporel avant le pivot, à peine d'un trimestre, voire maximum 2. Lorsqu'on pivote, on engage une tendance baissière. Mais si jamais l'inflation reste plus résiliente que prévu. Ok, peut-être que la Fed va atteindre 5% de taux terminal et va pas monter davantage ses taux, ne va plus tightening, to tighten en anglais. Mais si l'inflation reste résiliente, imaginez qu'elle reste un an et demi à 5%. Et le marché action va se prendre une gamelle. En fait, c'est ça que je voulais vous rappeler. Je voulais ici, dans cette vidéo, insister sur le fait que le marché action, dans son rebond depuis octobre dernier et dans ce qu'il fait depuis le début d'année, a coché, dans toutes les sources d'influence fondamentale, quasiment la case la plus optimiste. Je pense que c'est un risque et que c'est probablement prétentieux de sa part. Alors, les chiffres vont peut-être confirmer tout ça. Mais c'est là, en fait, où existe le risque. Ce serait une erreur des anticipations. C'est-à-dire, pas de soft landing, ou, imaginez une récession, une désinflation qui ne serait pas si verticale vers 2%, et un pivot qui prendrait beaucoup plus de temps qu'un trimestre, eh bien là, le marché, un jour, nous fera sa séance à -5. Il le fera peut-être pas. Voilà. Ensuite, ça va dépendre. D'où l'intérêt de suivre au quotidien et chaque semaine ces grands agrégats de conjoncture économique et l'évolution des données de marché pour comprendre les choses. Alors du coup, le BTC, on aura une pattern de retournement mensuel. Donc ça, c'est vraiment généralement signe de bottom. Hein. Donc en fait, pour faire simple, l'indicateur ici va vous indiquer, l'indicateur qui est dispo dans l'école va nous pop un petit triangle bullish. Donc le dernier triangle bullish qui est arrivé était ici le 1er juillet 2021. Et le triangle bearish qui est arrivé était ici en décembre, donc il a signalé le top ici, le bottom ici. Et depuis, il n'y a toujours eu aucun triangle bullish. Depuis, on a eu un triangle bearish à nouveau ici, puis un nouveau triangle bearish ici, qui du coup a formé cette résistance sur laquelle on est actuellement. Et là, je connais comment encoder l'indicateur, donc je sais qu'il va annoncer un petit triangle ici gris ou orange. Faudrait voir, mais hop, on va avoir un petit triangle ici, qui sera probablement notre signal de bottom. Enfin, il va pop sur la prochaine bougie, très très probablement, pas sur elle, mais sur la prochaine. Mais bon, en tout cas, bref, peu importe. Le 1er février, si on clôture comme ça, on aura une bougie qui vient avaler 2 bougies baissières précédentes, qui fera la pattern de retournement. Les précédentes fois que c'était arrivé, c'était ici, bottom, continuation haussière, ici, bottom, continuation haussière. Ici, bon, chasse au stop pendant la phase Covid, petit Black Swan, bon, ça arrive. Pour ça qu'après il y a eu ce prochain signal et le bottom du Bitcoin ici à 3000 $ qui avait été signalé par ce petit triangle également. Et du coup, pareil, les bottoms précédents, hop, triangle ici un premier, un deuxième, et puis après les triangles haussiers qui indiquent que la tendance est haussière, continuation haussière. Mais quand on a 2 triangles en plus au même endroit, c'est très très puissant, surtout ici en mensuel. Pareil, triangle ici bottom, triangle ici bottom. Donc après en termes de stats, c'est pas assez. On n'a pas assez de data pour estimer si c'est fiable ou non, mais bon, de ce que j'ai vu généralement, pas que sur Bitcoin, mais sur énormément d'assets, ça fonctionne très très bien. Donc on aurait simplement ici un signal de bottom qui confirmerait, en tout cas ce serait un nouveau signal qui confirmerait le bottom sur Bitcoin, où on aurait peu de probabilité de revenir sous les 15 500 que le bottom est bien marqué. On est en train de bloquer sur la précédente résistance, donc du précédent triangle, qui est ici. En mensuel, la prochaine résistance en cas de cassure, je dis pas qu'on y viendra, mais la prochaine résistance, grosso modo, elle est là. Ça veut dire que là, la résistance mensuelle, on est en plein dedans, c'est entre 23 000 et 25 000 $. Si on break ici, la prochaine résistance mensuelle, il n'y en a pas avant ici, c'est-à-dire entre 43 000 et 48 000. Donc tout ça, c'est du vide et c'est une zone où le marché pourrait avancer. Au niveau maintenant du weekly, pour savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines.
Donc énorme poussée weekly, donc vraiment très bullish, hein. On a un momentum ici, des boules, les boules montent qui sont là, bah on a une poussée astronomique, yata, c'est parti vers la stratosphère. La dernière fois qu'on avait un momentum aussi puissant, c'était en plein bull run en janvier 2021, c'est vraiment plein bull run, donc là c'est très bullish. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a RSI qui a éclaté les 50, donc là il part dans des zones bullish, on est content, hein. Est-ce qu'il va chercher la zone de surachat ici? Pourquoi pas? Et après dégonfler un petit peu, pourquoi pas? Mais bon, donc tout ça c'est bullish. Tous les mois, je mets de la thune dans les cryptos et je les emmerde, les vendeurs. Ils peuvent vendre tout ce qu'ils veulent. Moi, j'achèterai tout ce qu'ils vendent. Point. En tout cas, j'achèterai avec ce que je suis prêt à perdre. Puisque pour moi, ça fera aucun sens. Bref, ce qu'on voit donc, c'est que directement derrière, la disparition totale du sentiment vendeur s'est installée seulement 2 semaines après. Hein. Ça aurait pu mettre du temps, comme on l'a dit, on aurait pu rester sur ce bottom longtemps. Mais là, quoi qu'il arrive, la disparition est totale. La prise en main des acheteurs ici est maintenant là. Alors le sentiment acheteur est très faible, ne me faites pas dire le contraire. Donc il s'agit de comprendre quelle est l'ambiance dans laquelle on est aujourd'hui. On a des acheteurs qui ont complètement démonté le sentiment vendeur. Ce que ça nous dit surtout, c'est qu'il y a seulement 2 semaines, les vendeurs pensaient connaître l'avenir et qu'aujourd'hui, ils se sont fait démonter. On est donc dans une situation relativement similaire, mais pas équivalente, à ce qu'on avait connu en mars 2019. C'est-à-dire, c'est le moment où d'un coup, le sentiment vendeur qui pensait connaître le turfu vient de se faire éclater la gueule. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'on a déjà un sentiment acheteur, ce qui n'était même pas encore le cas à l'époque. Donc, pour ma part, on est plus haussier que 2019, d'accord? C'est la première des choses qu'il va falloir se dire. Et ce qu'on voit, c'est que 2019 n'a réussi derrière à casser le sentiment acheteur n'a jamais réussi à casser ce sentiment acheteur, n'a jamais réussi à installer un sentiment vendeur, et le seul repli qui a été proposé par un effet externe au marché, qui est quand même relativement historique. Je veux dire, sur toute l'histoire humaine, sur des dizaines de milliers d'années, quand même, celle du Covid est pas mal. Hein. Ça marquera quand même l'histoire sur l'échelle humaine relativement large, de dire, dans un monde civilisé comme on connaît, on a tous été enfermés chez nous. Bref, c'était quand même un peu retour au Moyen-Âge. Bref, donc quand même assez marquant dans l'épopée humaine comme truc, et ce qu'on voit, c'est que ça n'a même pas permis d'aller plus loin qu'un retest de la zone qui avait été survendue. Second indicateur, le flux de dormance ajusté aux entités Bitcoin est une mesure du rapport entre la capitalisation boursière actuelle et la valeur de dormance annualisée. Concrètement, la dormance des Bitcoins est un indicateur de la durée de vie qui mesure combien de coins sont détruits par transaction sur un jour donné. Ainsi, la formule de l'indicateur est donnée en divisant la destruction totale de jours de pièces par le volume total. Des valeurs élevées signifient que les anciennes pièces sont en mouvement, tandis qu'une faible dormance de Bitcoin signifie qu'il s'agit de pièces plus récentes. Chaque fois que la valeur de la dormance dépasse la capitalisation boursière, le marché peut être considéré en pleine capitulation, ce qui a été une bonne zone d'achat historique. Et selon Glassnode, cette mesure a atteint son niveau le plus bas en 2022. On démarre directement avec une news. On va commencer par les news un petit peu négatives, entre guillemets, puisque on a ZachXBT qui nous dit... Alors ZachXBT, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte d'enquêteur Web3. C'est le plus reconnu. Il y a même des projets en fait qui leur donnent de l'argent juste pour lui dire merci d'être là, en fait, d'être dans l'écosystème et de montrer en fait qui est un connard, qui ne l'est pas. Et donc ZachXBT, il a, on va dire, dénoncé 2 nouveaux comptes, 2 gros comptes en fait, puisque c'est Radoko, qui est ici, suivi par quasiment 70 000 personnes, et Fitz-LOL. Je sais pas si vous connaissez Fitz, c'est l'Assassin Royal, très très bon livre. Si vous connaissez l'Assassin Royal, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse, parce que ça veut dire que vous avez des bons goûts en matière de fantastique. Et donc aussi, donc Monsieur Fitz, qui en fait apparemment les deux, ils sont auteurs en fait, ils sont derrière plusieurs collections NFT qui auraient fait des slow rugs. Donc slow rug, c'est en gros voilà, ils endorment les gens après le mint, il se passe rien, et puis du coup ils sont barrés avec l'argent. Donc très intéressant du coup, allez voir ça, et je pense que c'est vraiment un compte à suivre, parce qu'en fait, il met en lumière en fait les choses qui vont pas. Il le fait très régulièrement et franchement, il est essentiel pour le paysage des NFT. Des pirates s'emparent du compte Twitter d'Azuki et volent plus de 750 000 $ en moins de 30 minutes. La plupart des fonds volés provenaient d'un seul portefeuille, avec 751 321,80 $ en USDC drainés du lien malveillant. Le hacking est malheureusement un des phénomènes les plus courants dans l'écosystème du Web3 et aujourd'hui, un projet NFT en est victime. Vous aurez plus de détails sur leur mode opératoire,
en suivant attentivement la vidéo jusqu'à la fin. Les mondes de l'Artelium sont décrits par des livres qui paraissent au rythme d'un chapitre par semaine, que vous trouverez également sous la forme d'un audiobook sur 7 chaînes. La première jambe du métavers de CTA, c'est son univers, sa propriété intellectuelle. La deuxième jambe de ce métavers, c'est de mettre en production une économie fonctionnelle avec un marché financier qui prend vie grâce à l'usage de crypto-monnaies. La promesse est forte car l'objectif c'est de vous donner les moyens de convertir votre investissement en temps et en argent en un patrimoine dans l'univers de Cross the Edges. Aujourd'hui, CTA est un TCG, c'est-à-dire un jeu de cartes à collectionner déjà jouable qui sera complété par ce que l'on appelle un MMO, à savoir un monde ouvert massivement multijoueur dans le style de World of Warcraft. Il sera également complété un an plus tard par un autre type de jeu que l'on appelle MOBA pour jeu multijoueur en ligne de bataille en arène. L'un des plus célèbres MOBA, c'est League of Legends en ce moment. La promesse de CTA, c'est de vous permettre d'avoir la propriété de certains personnages, d'objets et autres actifs dans un univers qui se décline sous les 3 formes dont nous venons de parler, TCG, MMO et MOBA. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.